Donc, je vais me présenter. Avant de le faire, je vais juste vous demander, voilà, pour les habitués, vous connaissez, si vous m'entendez bien, tout simplement. Donc, vous avez en bas à droite une zone où vous pouvez nous écrire. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous nous entendez bien? Enfin, que vous m'entendez bien pour l'instant? Oui, pas de problème. Bonjour. Bonjour à tous. Parfait. Impeccable. Donc je me présente, je vais le faire en premier, c'est pas très correct, mais voilà, Bertrand Gaillard, donc de la société Libel. Aujourd'hui, je vais assister Myriam qui donc fait sa première webconférence avec nous. Euh, donc voilà, aujourd'hui sur la réponse dématérialisée. Myriam, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette webconférence. Donc, c'est ma première, comme Bertrand vient de le dire. Donc, je suis Myriam Fourard du cabinet Expert AO, cabinet spécialisé dans les marchés publics. Et moi, ça fait à peu près 2 ans, un peu moins de 2 ans, que j'anime les formations sur tout ce qui est numérisation de la commande publique, à savoir le dépôt des offres dématérialisées, la facturation électronique, le DUM, etc. Voilà, toutes les thématiques un petit peu numérique de la commande publique. Euh, voilà, Ok, merci Myriam. Donc voilà, une disciple de Virginie pour c'est les ça. habitués qui connaissent Virginie. Euh, Avant de commencer, alors je crois que Myriam veut nous faire un petit rappel sur le point juridique. Voilà, on va parler de la dématérialisation. C'est quand même quelque chose qui est bon voilà qui est arrivé depuis un certain temps. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous avez des attentes particulières sur cette webconférence ou pas, ou si voilà, si juste faire des rappels, reposer un cadre. N'hésitez pas à nous le dire là dans la zone. On vous laisse quelques instants, voilà, pour nous dire un petit peu ce que vous attendez de ce moment. Euh, voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pourrez aussi donc utiliser cet espace de discussion euh, si vous avez des questions au fur et à mesure de la conférence. Euh, Je vois personne écrire. Visiblement, vous n'avez pas d'attente Bon, particulière. peut-être que ça viendra au fur et à mesure. Eh ben écoute, Myriam, je te laisse la main. Je Très t'en bien, prie. merci. Alors, je vais peut-être commencer avec un petit point de rappel sur les textes de loi. Donc, jusqu'au 31 mars 2016, on avait le Code des marchés publics et l'ordonnance du 6 juin 2005 qui régissait la commande publique. Et depuis le 1er avril 2016, on a l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016. Et c'est dans ces nouveaux textes de loi qu'on voit apparaître le plan de transition numérique de la commande publique ou plan de transformation numérique de la commande publique. C'est aussi dans ces nouveaux textes-là qu'on retrouve notamment la date du 1er octobre où, vous le savez, je suppose, la démat est devenue obligatoire dans les marchés publics. Tout ça, ça a été fait dans une mesure de simplification dans la passation des marchés et ça vient finalement renforcer les trois grands principes de la commande publique qui sont égalité, libre concurrence et transparence, puisque on le verra en détail dans le déroulé de cette conférence. Mais voilà, tout le monde aura maintenant le même niveau d'information, donc ça renforce l'égalité. Ça sera la même heure et date limite de dépôt pour tout le monde, puisque c'est maintenant informatiquement horodaté à la seconde. Les plis sont cryptés, il n'y a plus de délai d'acheminement, etc. Voilà. Qu'est-ce que la dématérialisation? Le terme de dématérialisation, ça concerne l'ensemble des étapes qui peuvent être passées sans support papier, ou alors sous-entendu par voie électronique. On parle de la publication de l'avis de marché. Donc, la publication de l'avis de marché, maintenant, on la retrouve en ligne. Là où avant, il fallait les récupérer à gauche, à droite sur les journaux locaux, etc. Avec la démat, maintenant, tout se trouve sur le net. Le téléchargement du DCE
pareil, même chose. Bon, ça, je pense que c'est plus ou moins déjà acquis pour nombreux d'entre vous. Vous récupérez les dossiers de consultation directement sur les plateformes, les profils acheteurs. Ce que j'appelle les profils acheteurs, ce sont les plateformes de dématérialisation. Les échanges avec l'acheteur, donc les questions-réponses se font directement sur la plateforme. Il n'y a plus lieu d'appeler l'acheteur ou de lui envoyer un mail. Et point très important, l'ensemble des questions et l'ensemble des réponses apportées par l'acheteur seront visibles à l'ensemble des personnes qui souhaiteraient répondre à ce marché-là. Le dépôt des plis, évidemment, puisque on dépose maintenant nos plis en version électronique, donc sur la plateforme, le profil acheteur, et les notifications ultérieures, les notifications de rejet, d'attribution, de demande de complément, etc. Tout ça se fait sur la plateforme de dématérialisation. Donc voilà, le terme dématérialisation, ça englobe vraiment toutes ces étapes-là. Au niveau du cadre réglementaire, donc comme je le disais, tous les échanges peuvent être opérés de manière électronique. Le téléchargement du DCE, les questions, les réponses, les courriers, etc. Tout se fait sur les plateformes. Les règles de la commande publique ont rendu la dématérialisation des offres obligatoire depuis le 1er octobre 2018 pour les marchés de plus de 25 000 euros. Donc, c'est le plan de transition numérique de la commande publique qui a imposé notamment cette deadline ici. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Bertrand? Non, non, j'ai juste informé voilà, François. Alors, je vais le faire. Si vous avez des soucis, alors François ne nous entend pas du tout, donc là, il ne m'entend pas. Mais si vous avez des soucis de son, n'hésitez pas à appeler. Je vous ai mis le numéro. Vous pouvez appeler ce numéro et vous aurez le son via le téléphone. Mais sinon, non, non, Myriam, je n'ai rien à rajouter pour l'instant. Très bien. Je continue. Donc, si vous avez entendu parler de la dématérialisation des appels d'offres, vous avez certainement entendu parler aussi de la signature électronique. Et c'est un petit peu le point sensible à première vue pour les entreprises. Les documents remis par voie dématérialisée doivent être signés, sauf que on ne parle plus de signature manuscrite, on parle de signature électronique. Attention, une signature manuscrite scannée n'a aucune valeur juridique. C'est-à-dire que quand vous voyez que la signature est obligatoire pour le dépôt de l'appel d'offres, il s'agit bien du certificat de signature électronique. Et en aucun cas signer les documents, enfin les imprimer, les signer et les rescanner. Ça ne fonctionne pas. La signature peut être rendue facultative. Il est possible que l'acheteur n'exige pas la signature au moment du dépôt des offres. Ça, vous le verrez, c'est écrit noir sur blanc dans le règlement de consultation. Vous verrez signature obligatoire ou bien signature facultative. Oui, pardon. Moi, j'aimerais rajouter juste une chose à ce niveau-là. Effectivement, on voit aujourd'hui encore pas mal de marchés. Alors, c'est vrai que la réponse dématérialisée, elle a été rendue possible à des acheteurs qui la pratiquent depuis pas mal de temps. En général, ces acheteurs ont rendent la signature obligatoire, ce qui maîtrise bien le sujet. Et ils ont, voilà, ils se sont mis dessus assez tôt. Il y a encore, par contre, voilà, beaucoup d'acheteurs qui s'y sont mis au 1er octobre, qui la rendent facultative. N'attendez pas de tomber sur un marché où la signature est obligatoire pour vous procurer un certificat. Voilà, même si maintenant les temps pour vous en procurer un sont raccourcis par rapport à octobre 2018 où là tout le monde en demandait, ça peut prendre du temps et ça peut vous faire complètement rater le marché, vous ne pourrez pas répondre au marché. Donc n'attendez pas d'être confronté au cas pour demander votre certificat. Exactement, c'est ça, c'est dommage de passer à côté d'un marché qui nous intéresse et sur lequel on aimerait se positionner seulement parce que la signature est obligatoire et qu'on ne l'a pas. Et autre chose que je n'ai pas dit, mais si la signature est rendue facultative au moment du dépôt de l'offre, elle sera exigée au moment de l'attribution. Donc si vous êtes attributaire du marché, on va venir vous demander de signer électroniquement avec la signature électronique les documents. Alors, là, je vois, même si la signature n'est pas obligatoire, je signe toujours mes documents. Alors oui, c'est très bien. Signature facultative ne veut pas dire signature interdite. Évidemment, si vous avez la signature, si vous êtes à l'aise avec la plateforme et que finalement signer n'est pas une contrainte pour vous, vous pouvez effectivement signer les documents systématiquement, même si ce n'est pas exigé par l'acheteur.
Et Caroline demande alors où est-ce qu'on peut se procurer un certificat? Je pense Alors que ça, je je crois qu'on pense en parle dans la qu'on en parle un petit peu prochaine plus ou... tard, Hmm. mais on peut anticiper, hein, c'est Ouais. pas un problème. Vous avez plusieurs solutions. Nous, voilà, on vous conseillera de vous tourner vers Chambersign, qui est l'autorité de certification des CCI. Tout simplement, bah, on l'expliquera plus tard. Vous devez vous déplacer pour Oui. récupérer la clé. Parce que en fait, c'est une clé USB, hein, très Ça simplement. ressemble à ça, je sais pas si on voit. Voilà, j'ai la Ouais, mienne ici. voilà. Voilà. Donc voilà, et comme il faut se déplacer, la CCI c'est une bonne option puisqu'il y en a un petit peu partout. Mais après voilà, il y a les banques le proposent. Je crois qu'il y a Certif Le Europe, il y a, certi... enfin, voilà. Ouais, la chambre des métiers. Enfin, on y reviendra, on a une slide dédiée à ça juste après. Ok. Donc, une signature scannée ou la signature d'un dossier zippé n'ont pas de valeur. Donc, je le disais tout à l'heure, une signature manuscrite scannée n'a aucune valeur juridique. C'est comme si votre document n'était pas signé finalement. La signature d'un dossier zippé n'a également pas de valeur. Pourquoi? Parce que si on retranscrit le zip à ce qu'on pourrait avoir en physique dans la vraie vie, entre guillemets, ça serait l'équivalent d'un dossier ou d'une enveloppe plutôt. Vous êtes d'accord qu'on ne signe pas une enveloppe, on signe l'ensemble des documents qu'on met à l'intérieur de l'enveloppe. Et c'est dans cette logique-là qu'on dit qu'un zip signé, enfin un dossier zip signé n'a aucune valeur non plus, puisque ça reviendrait à signer l'enveloppe et laisser les documents qui sont à l'intérieur non signés. La certification, la signature des fichiers peut se faire avant ou pendant le dépôt. Toutes les plateformes de démat, tous les profils d'acheteurs ont un outil de signature. Donc chaque plateforme a son propre outil. Au moment où vous déposez, vous pouvez signer les documents ou bien selon la plateforme, on va peut-être vous demander de signer avant sur la plateforme ou autrement sur un autre outil de signature si vous en avez un en interne. Mais le mieux, c'est quand même d'utiliser les outils des plateformes en question, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Tu as quelque chose à ajouter, Bertrand? Alors, l'outil de signature des plateformes ou l'outil Libel, puisqu'on en Ah, parlera oui. un petit peu après. On a un outil de signature, mais effectivement, voilà, l'outil des plateformes ou l'outil Libel. Quand je dépose, alors Isabelle me pose une question. Quand je dépose, je n'arrive pas à signer un seul document. La plateforme me propose de tout signer ou de ne rien signer. Alors oui, Oui, ça, effectivement. Alors, bah, peut-être que Myriam, tu pourras répondre plus précisément que moi. oui, alors ça dépend des plateformes. Alors, il n'y a pas deux plateformes qui fonctionnent de la même manière. Malheureusement, chaque plateforme a sa manière de fonctionner. Et effectivement, certaines plateformes n'ont qu'un seul bouton signer et on ne peut pas cocher les documents à signer. Donc, dans ce cas-là, vous signez tout. De toute façon, qui peut le plus, peut le moins, hein. On signe tout et puis on s'embête pas. Vous signez un seul document en cours de dépôt. Si la plateforme ne vous propose pas de... Alors, je ne sais pas pour l'outil Libel, hein, tu nous en parleras après Bertrand, Mhm. mais si la plateforme ne nous propose pas de sélectionner un par un les documents à signer, malheureusement, non, ça sera soit on signe tout, soit on signe rien. Et alors, moi, je voudrais préciser quand même, je sais pas, Isabelle, dans enfin, pourquoi vous voulez signer un seul document. Euh, Faites attention tout de même quand même quand vous déposez moi je sais que, enfin voilà, ça arrive à un utilisateur Libel. Faites attention quand vous déposez une offre. Alors, un des avantages, on l'a pas dit, de la réponse dématérialisée, c'est qu'on peut déposer jusqu'au dernier moment et on peut déposer plusieurs fois son dossier. Par contre, faites attention si, moi, je vais redonner l'exemple du client Libel à qui c'est arrivé. Si vous, par exemple, vous vous rendez compte que vous avez oublié le DC1 et que du coup, vous voulez juste déposer ce document, ne le faites pas en fait. Redéposez tout votre dossier puisque chaque dépôt va écraser le précédent. Donc, par exemple, si vous ne redéposez que le document, qu'un seul document, en fait, l'acheteur va ne recevoir qu'un seul document. Donc voilà, par exemple, dans ce cas-là, juste un DC1, ça fait un petit peu léger pour un dossier. Oui, effectivement, chaque dépôt, comme tu le disais Bertrand, écrase l'ancien. Donc vous pouvez faire autant de dépôts que vous le souhaitez, tant que l'heure n'est pas atteinte, Mhm. l'heure limite de dépôt. Bon, après, si on est à 5 minutes de l'heure de fin,
je sais pas si on le tenterait ou pas. Voilà, il faut pas s'y prendre à la dernière minute non plus parce que il y a certains paramètres qu'on ne contrôle pas, notamment la connexion internet, si il y a du monde en même temps sur la plateforme à ce moment-là. Voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte et qui malheureusement ne dépendent pas de nous et dépendent de l'informatique. Tout à fait, ouais. Je pense qu'on en Oui. parlera. Il me semble qu'on en parle après des petits conseils et Mm. justement tout redéposer et puis ne pas le faire au dernier moment. Il y a plein de raisons enfin, pour ne pas le faire. Je vous dis pas le stress, voilà, Patricia résume bien la chose. Il y a plein de dispositions à prendre, on vous en expliquera un petit peu après, mais évitez ouais, le stress, voilà, Mm. on vous en parlera après. Alors, le certificat de signature électronique, comme je disais, ça se présente sous forme de clé USB. En général, c'est le plus courant. Il pourra être obtenu par une personne pouvant engager la société ou une personne habilitée. En règle générale, on conseille de le mettre au dirigeant. Pourquoi? Parce que c'est finalement la personne la plus pérenne de l'entreprise. Le problème, c'est que si vous le mettez au nom de quelqu'un d'autre dans la société, qui certes a le pouvoir d'engager la société, mais si demain cette personne s'en va, ça ne marchera plus pour la signature, malheureusement. Et il va falloir refaire la démarche, etc. Donc c'est bien de le mettre au nom du dirigeant si c'est possible et pas trop contraignant en termes pratiques. Voilà. C'est vrai Même qu'il y a signature. Oui, pardon, vas-y. non, c'est une signature n'est pas, enfin la signature concerne non pas la société, mais une personne qui peut engager la société. Ouais, c'est important Exactement. de noter. Ouais. C'est une clé personnelle et elle a certes le pouvoir d'engager une société, mais ça reste une clé perso, comme je disais, c'est-à-dire que avec ma clé, je peux tout à fait signer mes documents bancaires, mes documents notariaux, etc. Je vais me Euh, rapprocher du micro, Patricia. donc, comme on le disait, la signature électronique a la même valeur qu'une signature manuscrite. Support clé USB pour le plus courant, pardon. Attention au niveau de certification. Il y a plusieurs niveaux de certification dans les clés de signature électronique. Pour pouvoir signer les appels d'offres, il vous faudra à minima une RGS 2 étoiles. Attention, si vous n'avez pas une RGS 2 étoiles, mais quelque chose d'en dessous, une RGS 1 étoile ou autre, vous pourrez signer un certain nombre de documents, mais pas les appels d'offres. Donc, quand vous allez souscrire à un abonnement pour la clé, précisez bien qu'il vous faut une RGS 2 étoiles. Ça, c'est très très important. Ça serait dommage de commander une clé et que finalement ça n'aille pas et de devoir en recommander une derrière pour les appels d'offres. Ouais, précisez-le toujours, même les. Alors, je pense que maintenant, voilà, tout le monde est un petit peu au courant de ça, mais c'est vrai qu'au début de la démat, où tout le monde s'y est mis, il y a des clients qui ont été, libelles qui ont été mal conseillés par les organismes, même les organismes même qui proposent des clés. Mm. Voilà, ne demandez pas une clé pour les marchés publics si la personne ne sait pas ce que c'est ou ne connaît pas les règles des marchés publics, elle va pas forcément bien vous aiguiller. Précisez bien RGS 2 étoiles. Il me semble que c'est une norme chez tous les Oui, organismes, le oui, RGS 2 étoiles. Donc voilà, précisez bien ça, c'est important. effectivement. Pour utiliser la clé de signature électronique, il y a 3 conditions. La première condition, c'est d'installer l'outil, le logiciel de reconnaissance de la clé sur le poste que vous allez utiliser pour la signature. Deuxième condition, avoir la clé en physique au moment de la signature. Troisième condition, avoir le code PIN, puisque pour utiliser la clé de signature électronique, il va falloir un code PIN. C'est comme une carte bleue, hein. C'est un code composé de 4 chiffres. Et si vous vous trompez 3 fois, ça se bloque, tout comme une carte bleue. Donc il faudra impérativement avoir le code, la clé en physique et l'outil de reconnaissance de la signature électronique. Sachez que le pilote, donc ce fameux pilote de reconnaissance de la clé électronique, vous pouvez l'installer sur autant de postes que vous le souhaitez. On conseille de l'installer au moins sur un PC portable si vous avez un PC portable à disposition dans votre entreprise. Pourquoi? Parce que le jour où il y a une coupure générale d'internet, de courant ou de je ne sais quoi, vous avez une solution de secours. Et comme disait Patricia, je crois tout à l'heure, à 1 minute, c'est le stress. On va éviter de se stresser encore plus dans ce genre de conditions et on va anticiper en installant éventuellement ce logiciel sur plusieurs postes.
Pour récupérer la clé de signature électronique, le demandeur devra se déplacer en personne auprès de l'autorité d'enregistrement du certificat. Moi, par exemple, j'ai la clé de ChamberSign. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, Bertrand, c'est une association créée par la CCI. J'ai dû me déplacer en personne pour aller signer les documents et récupérer ma clé. Elle n'aurait été donnée à personne d'autre qu'à moi, puisque, je le rappelle encore une fois, c'est une clé personnelle malgré tout. Même si j'ai le pouvoir d'engager la société, ça reste une clé nominative et personnelle. Délai d'obtention, ça dépend des prestataires que vous, avec qui vous contractualisez. Ça va en général de 2 jours à 1 mois. Voilà. Alors là, on parle des prestataires qui fournissent la clé. Donc vous avez ChamberSign, donc association créée par les chambres de commerce et d'industrie. Je pense que c'est celle que vous préconisez chez vous aussi, Bertrand. Ouais, tout à fait. En fait, pour 3 raisons. Il y en a une que j'ai déjà donnée, il y a forcément une CCI pas très très loin de chez vous. Oui, Ça fonctionne bien, c'est un avantage. Euh, dans l'informatique, ouais, on sait que ça fonctionne bien. Et on sait que en termes de tarifs, ils sont ils sont dans la moyenne de ce qui se pratique. Donc, oui, pour moi, il n'y a pas spécialement de raison d'aller ailleurs. Mais ouais. Comme on le dit, il y en a un qu'on cite pas, c'est vos banques. Je crois que les banques aussi en proposent. Enfin, voilà, il y a pas mal oui. d'organismes qui peuvent vous en procurer. Tout à fait. Et on va revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Attention avec vos banques parce que votre banquier ne sait pas forcément ce que vous voulez faire avec la clé. Mm. Donc là, ça sera vraiment à vous de lui dire que vous voulez bien une RGS 2 étoiles parce que lui, par défaut, il va vous proposer une clé pour signer les documents bancaires et c'est tout. Donc ça sera un niveau de certification moindre et il ne devinera pas que c'est pour répondre aux appels d'offres. Mm. Vous avez aussi l'Assemblée permanente des chambres des métiers qui propose leur signature électronique, Certigreffe, etc. Donc il y en a tout un tas. Au niveau des tarifs, on est en moyenne entre 200 et 250 euros pour 3 ans. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Il Ouais, me c'est semble ça. que à la CCI, c'est 220 euros pour 3 ans. Alors, mes montants sont peut-être pas actualisés. Ça fait Non, non, quelques mois. il me semble que c'est ça, puisque ça va être si mes souvenirs sont bons, c'est 70 euros par an. Et quand vous achetez, donc enfin, quand vous l'achetez, vous le prenez en général sur 3 ans, c'est le plus Mm. intéressant d'un point de vue pratique, puisque vous n'avez pas à le renouveler tous les ans. Et ça vous coûte moins aussi. Et vous devez rajouter, il me semble, 50 euros pour le support. Donc voilà, ça doit être 205. Oui, c'est ça, 260, je crois, pour les 3 ans. Oui, je crois que c'était du 220 hors taxe ou quelque chose dans le genre. Euh, Oui, donc vous allez devoir vous déplacer en physique pour récupérer la clé. Et je sais pas si tu l'as dit, Bertrand, mais ChamberSign, c'est quand même, je crois, à ce jour, le prestataire le plus rapide en D'accord, termes non, je ne de, pas de suivi fournisseur dessus. de clés. Si, si, enfin, il me semble que, alors, si personne ne l'a devancé, en tout cas, aux dernières nouvelles, c'était le plus rapide. D'accord. On va maintenant vous donner quelques petits conseils techniques pour bien appréhender cette démat. Donc, avoir un certificat de signature électronique valide, comme on vient de le dire, on souscrit un abonnement de, en général, 3 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, la clé de signature électronique périme. C'est horodaté à la minute près. Si je souscris aujourd'hui, là il est 11h23, 24, dans 3 ans à 11h25, je ne pourrai plus faire l'action de signer avec ma clé. Par contre, tous les documents que j'aurais signés avant cette date et heure limite resteront signés même après, bien sûr. C'est Mm. l'action de signer qui ne sera plus valable. Alors, faites attention aussi à ça. Moi, par exemple, donc je suis chargé des présentations des logiciels Libel. Donc, comme on vous dira après, on a un logiciel pour gérer les appels d'offres et notamment la signature. Donc, moi, j'ai un vieux certificat que j'utilise pour signer mes documents pendant mes présentations. Je peux signer en fait mes documents. C'est juste que la signature est désignée comme périmée. Donc, faites attention. Vous avez normalement une alerte quand même qui vous prévient que votre certificat va bientôt être périmé. C'est 1 ou 2 mois à l'avance, je crois. Donc voilà, vous avez le temps de vous retourner, mais faites attention ensuite, puisque vous pouvez quand même toujours signer vos documents.
mais la signature n'est pas valide en fait. Donc l'acheteur ne pourra pas en prendre, enfin, ne pourra pas la prendre en compte si vous voulez, il considérera que le dossier est non signé. Voilà. Euh, Ensuite, vous avez la possibilité de toujours tester votre poste dès le téléchargement du DCE. Sur toutes les plateformes de démat, vous avez une partie qui est dédiée à des dépôts fictifs, entre guillemets. Donc, vous pouvez aller faire des tests, aller voir un peu comment fonctionne la plateforme dès la décision de répondre. Et c'est très conseillé d'ailleurs. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez, des documents vides, même si vous le souhaitez. Ce sont des consultations fictives. Donc personne ne les recevra jamais. C'est pour vous rassurer avant le dépôt et pour avoir une meilleure prise en main le jour J. Ouais, nous c'est vrai qu'on pendant nos présentations ou formations pour nos clients, on le recommande toujours. C'est que dès que voilà, vous récupérez le DCE, faites un dépôt, même un dépôt. Alors il y a le dépôt fictif qui peut être utilisé, mais voilà, on vous l'a dit, tout le dossier est reposé et enfin, quand vous allez déposer votre dossier définitif, ça va écraser le test que vous avez fait. Voilà, tout simplement, ça permet d'éviter. Bah, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une mise à jour de la plateforme ou de Windows ou de ce qu'on veut entre le moment où vous testez et vous déposez. Mais c'est vrai que ça, enfin, le TCC, quand vous récupérez le dossier, ça limite quand même les risques parce que voilà, comme le disait, je crois que c'était Patricia, quand voilà, quand si on le sait, vous déposez toujours un petit peu au dernier moment, même s'il faut éviter de le faire. En général, c'est la matinée c'est la matinée où il faut le rendre. Donc voilà, éviter les coups de stress, de mise à jour de Java, de mise à jour de Windows, de la plateforme. Donc voilà, le fait de tester avant, c'est vraiment un truc très très important. Exactement. Euh, Autre chose, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, bénéficier d'une connexion Internet haut débit, mais ça, malheureusement, ça dépend pas toujours de nous, mais soyez à minima conscient de votre connexion Internet. Si vous savez que chez vous, Internet, un jour c'est ça, un autre jour c'est pas trop ça, voilà, ayez-en conscience, et comme ça, vous pourrez éventuellement un petit peu plus anticiper le dépôt et pas s'y prendre à la dernière Mm. minute. Je dépose pas 10 minutes avant si je sais que ma connexion est très très lente, par exemple. Effectivement, ce qu'on on le met tout à la fin, c'est bien l'heure de fin de transmission qui est prise en compte. Euh, voilà, si vous déposez, je sais pas, à 11h55 et que la fin de transmission, enfin le date limite c'est midi, l'heure limite c'est midi, et que vous déposez à 11h55, mais que le téléchargement se termine, enfin l'envoi sur la plateforme se termine à midi 10, et ben, ou même à midi 1, votre dossier arrivera hors limite et ne sera pas consulté. Donc, prenez bien ça en compte. Si vous avez, on le met toujours aussi, attention parfois au poids des fichiers. Faites attention à ça, au temps de transmission qu'il va y avoir, au temps de l'envoi qu'il va y avoir de votre dossier. Oui, effectivement, c'est exactement ça. Avant, en papier, bon, on n'était pas trop à la minute près. Du moins, c'était une personne physique qui réceptionnait les plis. Donc, si on arrivait à midi 00 30 secondes, ça passait. Là, en informatique, c'est du binaire. C'est soit ça passe pas. Il n'y a pas une personne physique derrière qui va dire, bon, à une minute près, allez, je le prends. Ça, non. Donc effectivement, c'est l'heure de fin de transmission qui est prise en compte et même si plein de bonne volonté, vous y étiez pris, je sais pas, 3 heures à l'avance et que ce jour-là, vous avez rencontré des problèmes et que la transmission met 4 heures, bah, c'est tant pis pour vous. Utilisez de préférence le navigateur Internet Explorer. C'est le navigateur qui intègre pour le moment le mieux Java puisque Java, c'est un module d'animation qu'il vous faudra obligatoirement avoir pour pouvoir utiliser et déposer vos appels d'offres sur les plateformes de démat. Et ou le logiciel Libelle. Je te laisse Évidemment. la main, Bertrand. Non, effectivement, le logiciel Libelle permet de déposer simplement. Je vous en parlerai de toute façon après. Je reviendrai juste sur le point d'avant, mettre à jour ces antivirus. Et j'irai un petit peu plus loin maintenant. Il faudrait qu'on mette à jour ce support. Vérifiez toujours votre dossier aussi une fois qu'il est signé. Ça coûte rien en général maintenant. Tous les antivirus proposent. Voilà, vous pouvez faire clic droit sur votre fichier et vous pouvez l'analyser. Voilà, on ne sait jamais en informatique. Des fois, il y a des mises à jour qui se font, des choses qui changent. Et puis, bah voilà, si l'acheteur, en recevant votre dossier, ben, il,
je sais pas, le fichier est corrompu ou il est analysé à un risque, bah, alors je sais pas si c'est, je sais pas, peut-être que même tu pourras me dire si c'est la plateforme qui le supprime d'office ou si l'acheteur ne l'ouvrira pas. Mais voilà, faites attention à ça. Analysez rapidement votre dossier, savoir s'il va passer sur tous les postes. C'est bien. Oui, c'est ça. Si votre dossier comporte un virus, donc si vous avez des fichiers vérolés, au moment où l'analyse sera faite et on détectera un virus, votre offre sera systématiquement éliminée d'office. Ils la Mm. consulteront même pas. Une autre chose à laquelle on pense pas, euh, transmettez alors, ça dépend, des fois les acheteurs veulent un format spécifique en Word ou en Excel pour retraiter derrière. S'ils ne demandent pas de format spécifique, envoyez bien du PDF. Tout simplement parce que bah, le PDF, tout le monde peut l'ouvrir et le format ne bougera pas. Si vous mettez, je sais pas, votre mémoire technique en Word et que par exemple l'acheteur, bah, c'est une petite collectivité, ils sont sur OpenOffice, je dis n'importe quoi, et ben votre mise en page peut complètement sauter et comment dire, le rendu que verra l'acheteur ne sera pas le même que celui que vous aviez fait et des fois passer du temps à faire. Donc, utilisez toujours le PDF si vous avez la possibilité de le faire. C'est toujours plus simple, voilà, pour après lire les fichiers pour l'acheteur. Oui, exactement. C'est plus simple pour le lire et comme tu le disais, il vaut mieux le mettre en PDF, mais si l'acheteur impose un format, par exemple, qu'il impose que les prix soient dans un tableau Excel, le conseil qu'on donne en général, c'est de le fournir en Excel, comme il le demande, et en plus de venir y mettre un PDF. Comme ça, vous sécurisez la chose dans le sens où, alors, d'une, votre document ne peut pas être modifié. Enfin, le PDF est figé à un instant T. Et d'autre part, si, comme tu le disais, eux, ils sont sur OpenOffice ou un autre outil, si c'est du Word par exemple, Une version ils pourront antérieure, hein. toujours, oui, voilà, peu importe, ils pourront toujours se référer au PDF. Enfin, voilà. Donc, si on vous l'impose et que vous pouvez, mettez les deux éventuellement, mais à minima le PDF et en lien avec le virus aussi, les PDF sont les documents qui sont les moins sujets au virus en général. Mm, tout à fait. Euh, voilà. Est-ce On que a tu as fini. des choses Non, je pense à que sur ajouter? cette page, on a plus ou moins fini, parce qu'on a parlé un petit peu de tout. Il me semble que la prochaine, c'est sur des logiciels à avoir. Euh, donc voilà, il y a plusieurs logiciels à avoir. Bah, tu as parlé de Java, puisque c'est vrai que sur les Oui, plateformes utilisent Java donc pour signer les documents. Des outils PDF, voilà. En fait, ça rejoint oui. ce qu'on disait sur le fait que c'était indispensable presque de fournir du PDF pour au moins que les acheteurs aient une version sûre qu'ils pourront consulter. Voilà. Après, ce qu'on conseille aussi, effectivement, c'est le logiciel Libel. Pourquoi le logiciel Libel? Bah, tout simplement parce qu'on va faire, on va gérer les offres de marché public de A à Z. Donc, de la partie détection, je ne sais pas s'il y a il me semble qu'il y a des utilisateurs Libel parmi vous. Voilà, donc le logiciel Libel, c'est vrai que on récupère les marchés directement, on peut travailler dessus. Parce que ça, effectivement, Libel depuis un Puis là. certain nombre d'années. On peut voilà, travailler sur les documents acheteurs, on peut composer son offre donc administrative automatiquement, un mémoire technique, on peut aussi l'intégrer. Enfin, voilà, on peut vraiment tout gérer, tout signer, tout générer en PDF, tout signer et tout aller déposer. Moi, ce que je dis souvent quand je fais des présentations, mis à part, bah, effectivement, lire le règlement de consultation, le CCTP, faire votre mémoire technique, le personnaliser puisque c'est quelque chose d'important. Votre dossier chez Libel, vous le montez en globalement 2 minutes, sans exagérer pour toute la partie administrative. Vous le montez très très rapidement et puis vous le signez et vous le déposez simplement. Voilà. Donc voilà, si cet outil, bah, vous ne l'utilisez pas, vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas, moi je peux vous faire une présentation de cet outil, voir un petit peu comment ça fonctionne, et si par rapport à votre organisation, ça peut s'intégrer, et si ça peut vous faire gagner du temps, tout simplement. Merci Bertrand. Euh, je
pense qu'on a fait à peu près le tour. On a effectivement fait le tour de la conférence. Merci Myriam. Merci à toi. Merci. Pendant que vous posez vos questions, je vais faire un petit peu de teasing sur les prochaines conférences. Donc la prochaine, ça va être le 15 novembre sur le mémoire technique. Voilà, bah, c'est tout. De toute façon, c'est toujours. Non, non, c'est plus toujours le vendredi. Faites attention, effectivement, il y en a une sur Chorus mercredi 20 novembre. Donc pour préparer le dépôt, il me semble que voilà, l'idée c'est de préparer l'ouverture d'un compte, enfin, voilà, expliquer un petit peu comment ça se passe le dépôt, les bonnes choses à faire sur Chorus, et puis les atouts de la transformation numérique le vendredi 6 décembre, je ne sais pas du tout. Parce que je ne connais pas cette conférence, je ne sais pas de quoi on va parler, mais ça va forcément être intéressant de toute façon. Et puis notez aussi, voilà, à partir de fin novembre, jeudi 28, 29 et le 3 décembre à Marseille, on aura des formations sur le mémoire technique. Donc l'idée c'est des formations avec Virginie sur comment booster son mémoire. L'idée étant de gagner plus de marché. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. J'espère que je pense Oui, que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On peut prendre le temps d'y répondre. Il nous reste voilà 10 bonnes minutes pour y répondre. Donc si vous en avez, n'hésitez pas. là je vois que ça écrit. Une piqûre de rappel pour la procédure. Bah, à bientôt, Oui, Caroline. merci Caroline. J'espère que ça vous a été utile. Si vous êtes utilisateur Libel, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire des formations. Si vous êtes utilisateur, si vous ne l'êtes pas, faire des présentations. Merci Patricia. On essaye effectivement que ce soit du contenu toujours intéressant. Je pense que c'est le cas. Donc écoutez, merci beaucoup. Merci. Bon, je pense pas qu'il y ait de questions. Merci Myriam. Merci à Euh, toi, merci à tous pour votre participation, pour cette première. Félicitations pour ta première. Tu en es très très bien Merci. sorti. Bon week-end, effectivement, c'est le week-end qui arrive, donc profitez bien. Et puis de toute façon, à bientôt sur une nouvelle webconférence. Au revoir Myriam. Au revoir Bertrand. Au revoir.